Bonjour et bienvenue dans cette séquence intitulée « J'ai toujours rêvé d'être ». Aujourd'hui, « J'ai toujours rêvé d'être » s'intéresse à la fonction, au job de militant pro-climat. Bonjour Adélaïde Charlier. Bonjour. Vous êtes une militante pro-climat très connue ici en Belgique. Alors, on va revenir sur votre parcours, non pas professionnel, mais parcours de militant en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais on va commencer avec cette question. Est-ce que vous n'êtes pas découragé d'être militante pro-climat alors que vous avez initié des grèves pour le climat il y a un certain nombre d'années? Il y a quelques années de cela, il y a eu de nombreux jeunes qui ont participé à ce mouvement, jusqu'à 78 000 manifestants lors d'un rassemblement à Bruxelles il y a quelques années de cela en faveur du climat. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Est-ce que vous doutez de votre engagement alors que peut-être que les choses ne commencent pas assez à bouger? En fait, je pense que je suis pas du tout déçue de mon engagement. Je suis même très fière de tous les jeunes qui s'engagent aujourd'hui et qui portent leur voix et qui prennent leur place dans la société. Par contre, il y a une déception, c'est sûr, envers l'action face à l'urgence climatique, face à une justice sociale dans laquelle on doit se trouver. Et donc, évidemment, le désespoir et la déception se trouvent plutôt dans l'inaction dans le monde politique et dans le monde privé que dans l'action des jeunes, là où je retrouve plutôt justement mon petit espoir, là où j'arrive à aller me ressourcer, c'est plutôt entouré de tous ces jeunes qui s'engagent et qui se disent, en soi, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'engager. Des manifestations dans la rue, est-ce que c'est assez pour changer les choses? Des manifestations dans la rue, c'est important. Il faut le faire, il faut continuer à le faire, mais par contre, ça sera pas suffisant. Et ça, c'est ce qu'on a remarqué. On a été, en fait, des vingtaines et des cinquantaines de fois dans les rues ces dernières années. On va continuer à le faire, mais comme on le voit, il n'y a pas eu un changement radical qui nous a permis de faire face à une urgence climatique. Quand on voit le dernier rapport du GIEC qui nous alerte tout autant qu'il y a 3 ans. Et pourtant, il y a 3 ans, on est sortis dans les rues. Donc, je pense que la manifestation a été importante pour changer le discours politique, mais pour passer à une action, on doit vraiment passer à d'autres niveaux d'action. À d'autres niveaux d'action, quelques exemples peut-être déjà envisagés, quelques étapes, se présenter en politique, avoir une autre volonté aussi de proposer un modèle de société, je ne sais pas. Évidemment, je pense qu'on doit passer dans énormément d'étapes, toutes celles-là en même temps. Je pense que la désobéissance civile aussi est une action très très importante aujourd'hui. Vous pouvez l'envisager? Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir s'organiser dans une désobéissance civile si on n'arrive pas à faire face à des actions concrètes, cohérentes dans les prochaines semaines, prochains mois, quand on fait face à une urgence. Donc ça, je pense réellement que c'est quelque chose que le citoyen doit pouvoir utiliser parce que c'est un de ces outils qui lui est offert dans la démocratie dans laquelle on vit. Eh bien, on va en parler dans quelques instants, notamment sur cette notion de désobéissance civile que vous envisagez peut-être pour vos prochaines actions, si je vous ai bien compris. Mais on va en parler. Mais d'abord, on va cibler votre CV. Alors, vous vous appelez Adélaïde, votre prénom. Votre nom, c'est Charlier. Est-ce que vous avez d'autres prénoms? J'ai d'autres prénoms. C'est Adélaïde Anne Astrid. D'accord. Vous êtes passé par les scouts ou Oui, entre autres, chez les guides, presque toute ma vie. Et donc, vous avez un totem? Oui. D'accord. Donc, mon totem, c'est Shusinga. Ok. En lien avec la personnalité des gens en général, quel lien avec votre totem avez-vous? Le totem, pour moi, c'est surtout l'aspect physique, mais après, on a eu une qualification, un quali qui vous donne des ailes. Donc, un peu cette idée de leadership, mais parfois qui mène un peu trop haut. Parfois, je brûle les ailes de certains autour de moi, mais en même temps, je permets à certains de s'envoler et d'espérer un changement, peut-être. Vous étudiez encore? Vous êtes encore étudiante? Ouais, j'étudie les sciences sociales et les sciences politiques à la VUB et à UGent. Ok, vous êtes en 2e année? Je rentre en 3e bac. D'accord. À partir de quand? Quel moment vous avez dit je vais devenir militante pro-climat? Ça s'est pas passé tout de suite. Déjà, pour moi, j'ai pas osé mettre le mot militant ou activiste tout de suite sur les actions que je faisais. Donc, je pense qu'il y a eu quand même des déclics importants, comme les grèves scolaires de Greta Thunberg. Énormément de jeunes qui ont suivi ça et qui ont commencé à poster des choses sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est grâce à ça que clairement j'ai été conscientisée. Donc il y a eu quelques moments d'alarme comme ça et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un jour Anuna de Wever grâce à des contacts de nos parents qui, elles, voulaient lancer ces grèves pour le climat et qui cherchaient quelqu'un pour le côté francophone.
Et donc, moi, je me suis dit, OK, je veux bien essayer une semaine, tester, voir un peu ce que ça donne, etc. Donc, j'ai aidé à organiser des manifs et j'ai été pour voilà, coordonner un peu tout ce qui était côté francophone, essayer d'amener des Wallons. Et après une semaine, ça a continué parce qu'une fois dans les rues, j'ai commencé à m'informer sur le pourquoi on devait descendre dans les rues, qu'est-ce qui se passait réellement autour de l'urgence climatique. Et puis, plus je m'informais, plus j'avais l'impression que je devais continuer à organiser ces grèves parce qu'elles étaient super importantes. Donc, il y a eu vraiment ce moment d'information en parallèle très avec chronophage aussi, j'imagine. Ouais, vraiment ensemble. Oui, et puis très chronophage, j'imagine. Ça a dû être un effort physique et mental d'organiser tout cela alors que vous étiez étudiant, vous étiez en réto à ce moment-là, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je pense que j'ai passé 2 jours semaine à l'école et je passais un peu à gauche, à droite, un peu partout dans la Belgique à organiser des manifestations. Et c'est bien passé ça auprès de votre famille? Ma famille, oui. Bon, c'est un peu bizarre de voir son enfant qui part partout dans les 4 coins de la Belgique pour manifester, mais je pense que ça a toujours été super important pour nous de mettre au centre de l'attention l'urgence climatique. Et donc, c'était plutôt pour moi justement une autre école, l'école de l'engagement du citoyen. Au début, c'était vraiment pour prôner cette urgence climatique, cette question de CO2. Et puis, en fait, ces 3 dernières années, j'ai continué à m'informer sur énormément d'autres choses. Et donc, maintenant, faire des liens avec la justice sociale, etc. Donc, l'engagement a clairement grandi. D'accord, l'engagement s'est renforcé. Donc. Ouais. Depuis ces dernières années, Adélie Charlier, à quoi ressemble le monde de demain si on doit et si on va respecter les différents engagements que l'Europe, la Belgique, s'est engagée? Je pense qu'il faut commencer par préciser que même les engagements que l'Union européenne a pris ou que la Belgique a fait, c'est beaucoup trop loin. D'accord. Exactement, quand on voit le dernier rapport du GIEC qui nous dit qu'il nous reste 3 ans pour inverser la courbe de CO2 qui augmente dans l'atmosphère, c'est juste pas du tout cohérent. Le CO2 qui augmente de 1% chaque année. Exactement. Ouais. Donc on est vraiment beaucoup trop tard. Donc même si on atteint ces objectifs, on fera face à des catastrophes naturelles qui vont s'accumuler et qui vont s'intensifier. Et ça, c'est pas moi personnellement, la Adélie Charlier qui le dit. Ce sont vraiment des experts et des groupes de scientifiques. Donc ça, c'est ma plus grande crainte, c'est l'intensification de ces catastrophes. Et puis après, si on arrive vraiment à mettre en œuvre les différents objectifs qu'on s'est mis aujourd'hui, on voit clairement un autre monde dans lequel on vit. Ça veut dire un changement complètement de toutes les habitudes qu'on nous a prônées comme les normes aujourd'hui. C'est-à-dire, donc on prendra plus l'avion? En tout cas, beaucoup moins. Ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on aura pu évoluer sur cette question de la technologie. Mais en tout cas, la technologie ne va pas pouvoir nous sauver. Donc, c'est pas quelque chose qui va pouvoir être la solution. On pourra pas prendre l'avion à la fréquence dans laquelle on la prend aujourd'hui. Et puis, derrière l'aviation, c'est tout un autre débat, évidemment. Il faudra mettre des experts autour de la table. Mais ce n'est même pas une question nécessairement seulement de climat, mais aussi de question qui a accès à l'aviation, donc cette accessibilité, encore une question de justice sociale, parce que aujourd'hui, en fait, il faut savoir que seulement 3% de la population mondiale a réellement accès à l'aviation. Donc c'est aussi une question sociale qui est derrière ça. Mais encore très très important de le dire, il faut mettre des scientifiques autour de cette table qui ont analysé la question. La place de la voiture. La place de la voiture, c'est la même chose. Donc, faut mettre des experts autour de la table pour Une voiture par ménage, par exemple, c'est trop ou pas? Alors, en fait, on ne pourra pas, avec les limites planétaires qu'on a, c'est-à-dire que même si on change la source naturelle qui nous permet d'utiliser des voitures, on ne pourra pas offrir ces ressources naturelles à chacune des personnes dans le monde. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir s'adapter avec des transports qui soient beaucoup plus communs et qu'on puisse du coup utiliser ensemble. Et donc, oui, c'est cette question de vivre ensemble qui va devoir en fait énormément changer, passer de l'individualisme à quelque chose de beaucoup plus commun. Encore très concrètement, même avec la voiture électrique, pas de voiture pour chaque ménage. Je veux dire, c'est beaucoup trop. Hein, parce qu'on présente ce véhicule comme étant une solution pour le futur, c'est beaucoup trop de dire une voiture électrique pour chaque ménage, ça n'ira pas, quoi. C'est pas la solution toute trouvée. C'est important de voir ce que vous dites pas comme en opinion, mais comme en fait, avec ce qui nous entoure aujourd'hui et la capacité que la planète peut nous offrir pour résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'on a en fait de plus en plus de ménages, donc on a de plus en plus de personnes, et on doit pouvoir offrir, ça veut dire de plus en plus de voitures. Peu importe en fait
l'énergie que celle-ci va demander, elle demande une énergie. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé une manière d'utiliser moins d'énergie pour ces voitures. Donc, je suis pas expert, mais ce qu'on entend chez les scientifiques pour les solutions, c'est qu'il va falloir prôner dans les prochaines années le commun et pas l'individuel si on veut vraiment y arriver, et surtout si on veut y arriver rapidement. D'accord. Quelles sont les qualités pour une bonne militante pro-climat? Je pense qu'on en a tous. Ça veut dire toutes et tous, on a différentes qualités, on a différents talents, on arrive à faire des choses mieux que d'autres parce que ça c'est humain. Et en fonction de ce qu'on sait faire mieux et ce qu'on aime faire surtout, il faut utiliser ça dans son activisme ou dans sa manière de militer. Et donc en fait pour moi en militant, une activiste surtout, c'est juste être actif face à un changement qu'on veut voir dans la société. Donc, ça veut dire qu'il suffit d'utiliser ce talent qu'on a, ce qu'on aime faire, pour être actif dans la société. Quels étaient les pires défauts du mouvement alors pro-climat? Quels sont les pires défauts encore? Très bonne question. Je pense qu'il y a... Je sais pas, vous avez commis des fautes de communication, fautes de manifestations à un moment donné, ou de combats précis pour justement, dans ce mouvement pro-climat? Et clairement, pour moi, le plus grand défaut qu'on a dans le mouvement climat, c'est l'inclusion et c'est c'est la représentation de la société en général. Et donc, on doit pouvoir travailler pour être beaucoup plus ouvert et pour pouvoir représenter beaucoup plus de personnes dans la société. En début d'entretien, vous avez eu cette phrase, il faut qu'on soit davantage activiste pour les militants pro-climat et que vous utilisiez des moyens de désobéissance civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prochains mouvements pro-climat de la jeunesse, ce sera la désobéissance civile? Et si oui, ça ressemblera à quoi? Moi, je pense que déjà, il y a énormément de mouvements. Ouais. Donc, il y a énormément de manières d'agir quand on est activiste. Être activiste, ça ne veut pas dire que demain, on va dans une action de désobéissance civile. Mais par contre, ça peut le devenir, bien sûr. Et on doit pouvoir offrir ça à des citoyens qui sont prêts à passer par cette étape-là. Et pour moi, oui, quand on voit toutes les manières différentes qu'on a essayé de mettre en œuvre pour faire pression vers le monde politique et vers le monde privé, pour réellement changer leur manière de fonctionner, pour arrêter le dérèglement climatique, inclure la question de la justice sociale, ça n'a clairement pas fonctionné parce que ça a seulement changé leurs mots et par leurs actions concrètes et pas assez rapides face à l'urgence. Donc on doit passer par de la désobéissance civile. Quel type? Est-ce que vous avez des exemples déjà? Quelque chose que vous avez planifié? Il y a énormément de manières de faire de la désobéissance civile. C'est un mot qui fait très peur. Ouais. Mais de la désobéissance civile, par exemple, la première chose qu'on a fait avec le mouvement, c'est rater nos cours. Ouais. Ça, c'est de la désobéissance civile, en fait. Donc la désobéissance civile, ça peut aller de rater nos cours à occuper la rue de la loi, comme on l'a déjà fait. Et donc, c'est se mettre à des endroits qui ne sont pas nécessairement qui ne sont pas légales, mais cela n'amène pas nécessairement de la violence ou quoi que ce soit. C'est juste que ça interpelle beaucoup plus parce que ça dérange la désobéissance. Parce que, par exemple, on rate nos cours et du coup, les professeurs doivent se questionner, est-ce qu'ils acceptent ou pas que leurs élèves y aillent? Les directeurs, c'est la même chose. Les parents, c'est la même chose. Et donc, c'est tout un débat qui dépasse la personne qui a décidé de s'engager dans la désobéissance, mais les personnes autour de cette personne qui doivent se dire, est-ce qu'on soutient ou pas? Et donc, il y a un débat qui va être beaucoup plus profond et qui va s'imposer dans des endroits où on n'aurait pas nécessairement de débat si c'était seulement une manifestation, par exemple, en dimanche. Adélaïde Charlier, parlons de votre parcours professionnel. Est-ce qu'un parti politique a déjà essayé de vous embaucher, par exemple? Non, ça n'a pas été le cas. D'accord. Jamais de vous présenter sur une liste en vue d'élection ou quoi que ce soit? Non. Est-ce que ça vous intéresse? C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout aujourd'hui. Pour moi, la politique, c'est beaucoup plus grand que juste des différents partis politiques. Je fais déjà de la politique aujourd'hui, je pense depuis 3 ans, depuis que je me suis engagée en tant qu'activiste pour le climat. Et donc, aussi, je ne me retrouve pas du tout dans cette identification d'une seule couleur, d'un seul parti politique, alors que ce que je prône, c'est un changement systémique de la société. Une révolution. Une révolution, entre autres, qui pour moi va se passer
principalement avec le citoyen. Et pour ça, on ne peut pas se détacher du citoyen. On doit être avec le citoyen et c'est avec eux et c'est ensemble qu'on va y arriver et qu'on va le créer, ce changement. Donc aujourd'hui, je n'arrive pas du tout à m'identifier dans le système politique qui a été créé aujourd'hui. Je veux m'assurer qu'il soit beaucoup plus participatif envers les citoyens avant d'imaginer de pouvoir rentrer dans ce système-là. Donc, vous souhaitez toujours une démocratie? Évidemment, mais je pense que la démocratie dans laquelle on vit aujourd'hui doit pouvoir passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire encore plus d'engagement du citoyen, et lui offrir beaucoup plus d'outils, parce qu'aujourd'hui, dès que le citoyen veut pouvoir s'engager et faire partie du débat, c'est très compliqué pour lui de s'inclure en fait dans la discussion et encore moins dans la décision. Et donc ça, si on veut retrouver ce lien entre le monde politique et le citoyen, on doit, pour moi, passer par une politique participative. D'accord. Quels sont vos plans pour ces prochaines années? Pour le moment, c'est continuer mes études et puis m'assurer que l'activisme continue sous différentes formes, essayer un maximum de formes d'activisme, s'assurer qu'un maximum de jeunes et de moins jeunes peuvent avoir de plus en plus d'outils pour s'engager et donc partager un maximum d'outils pour l'engagement. Ça, j'espère vraiment pouvoir offrir ça à la société. D'accord. Vous y croyez encore à ces objectifs de 2050? Donc ça, c'est l'objectif européen, zéro carbone 2030. C'est à la suite de la COP de Paris, où on disait qu'il fallait diminuer grandement nos émissions de CO2. Les objectifs sont écrits. Alors, est-ce qu'on va les atteindre? Honnêtement, je pense que même si on les atteint pas, à part quelques articles dans la presse, ça va pas faire nécessairement un grand scandale, malheureusement. Donc, pour moi, évidemment, j'espère qu'on va y arriver parce que c'est le minimum. Mais comme l'objectif que vous venez de parler, dont vous venez de parler de la COP 21 à Paris, on l'a complètement laissé tomber, c'est-à-dire atteindre un réchauffement planétaire à 1,5 degré, voire moins de 2 degrés. Aujourd'hui, on va atteindre les 1,5 degrés avant mes 30 ans. Et c'est pas le premier débat dans la société, on en parle à peine. Donc, pour moi, quand on se fixe des objectifs, et qu'on n'y arrive pas nécessairement, c'est apparemment pas un grand scandale. Donc j'espère surtout qu'on va pouvoir créer un scandale si on n'y arrive pas. Mais avec les incohérences qu'on retrouve au niveau de l'Union européenne ou à des niveaux nationaux, pour moi, pour le moment, on n'y arrive pas. On a une augmentation chaque année, comme vous l'avez dit, du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il va falloir des changements beaucoup plus intenses si on veut y arriver. Et il va falloir surtout avoir une cohérence entre nos différentes politiques. Pas voter pour la planète un jour et le lendemain voter pour les énergies fossiles parce qu'alors on n'y arrivera jamais. Et donc la cohérence, je pense que c'est vraiment la clé si un jour on veut arriver à nos objectifs. Et l'abnégation, j'imagine. Dernière question pour refermer cet entretien parce que maintenant on y voit vraiment plus clair sur votre profession, votre fonction, votre rôle au sein de la société que vous êtes fixé en tant que militante pro-climat. C'est tout simplement, j'ai envie de vous poser cette question, ce que vous n'avez jamais osé dire devant une caméra. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire devant une caméra? Ceci, je pense que je l'ai jamais dit vraiment devant une caméra, peut-être déjà durant des discussions avec des journalistes, mais j'ai réellement peur de grandir. Et c'est plus une peur que parfois je dis que j'ai pas envie de grandir, mais là c'est vraiment j'ai une peur de grandir à cause du monde dans lequel on se dirige. Et la seule chose qui me permet d'avoir beaucoup moins peur, c'est réellement m'entourer de personnes qui sont prêtes à changer la direction dans laquelle on se dirige aujourd'hui. Donc l'éco-anxiété, c'est bien ça. Qui est vraiment de plus en plus présente chez moi et que en fait je n'ai jamais eu avant ces quelques dernières semaines. Et je pensais que je pense que la plupart des personnes pensent que c'est d'abord l'éco-anxiété et puis on se tourne vers l'activisme. Moi, j'ai clairement eu l'activisme et au fur et à mesure de mon activisme, l'éco-anxiété qui a continué à grandir et aujourd'hui, je retrouve très peu de moyens, à part l'activisme, en fait, qui me permettent d'y faire face. Mais à quel point ça vous touche, cette éco-anxiété? Puisque chez certains, ça les paralyse complètement. En termes de projet de vie, par exemple, voilà. C'est très difficile pour moi de me projeter à plus de quelques semaines, quelques mois dans ma vie. Et puis surtout, c'est le seul projet de vie que je peux imaginer, c'est continuer à m'engager à travers l'activisme et à travers un changement profond de la société pour pouvoir m'y retrouver.
et pour pouvoir faire face aux défis auxquels on est en train de tous faire face en tant que société aujourd'hui. Et clairement, pour moi, l'éco-anxiété qui me touche aujourd'hui me réveille pendant la nuit et ne me permet pas d'avoir parfois des conversations agréables avec des personnes. Donc c'est quelque chose qui me touche vraiment personnellement et je pense que c'est normal quand on lit toute l'information qui sort de différents rapports du GIEC ou différents scientifiques. D'accord, mais certains adolescents, jeunes adultes, eux disent on n'a pas même envie de fonder une famille vu que notre monde, notre planète se dégrade. C'est quelque chose que vous entendez régulièrement auprès des personnes que vous côtoyez? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été en tout cas beaucoup plus accepté chez les jeunes de se questionner sur la reproduction en fait humaine. Et pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive même pas à imaginer encore. Alors j'espère vraiment, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille et de pouvoir fonder cette famille, mais je n'arrive pas à imaginer quand ça pourrait se passer et si un jour ça pourrait se passer. Donc pour le moment, c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à projeter. À cause de cette éco-anxiété? Entre autres, ouais, et surtout. Et puis je pense qu'il y a vraiment une autre chose à préciser aujourd'hui, c'est que on a essayé de partager des chiffres pour parler de l'urgence climatique. On a mis en avant des experts depuis plus de 50 ans. On a mis en avant des citoyens qui se sont massivement mobilisés. On a essayé différentes actions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est réellement place aux artistes. Et je pense que c'est grâce aux messages et aux émotions que les artistes arrivent à faire passer qu'on pourra peut-être y arriver et rêver de ce monde de demain, l'imaginer en tout cas. Je pense que c'est aujourd'hui seulement grâce à des artistes. Donc pour moi aussi, ce que j'ai encore jamais dit, c'est que j'interpelle énormément les artistes aujourd'hui et je leur supplie de nous donner, pas nécessairement de l'espoir, mais en tout cas de nous faire rêver de ce monde qu'on pourrait construire pour demain. Eh bien, merci en tout cas pour cet entretien, Adélie Charlier. Et, on en sait plus maintenant sur cette vocation que vous avez d'être militante pro-climat. Merci de nous suivre. C'était J'ai toujours rêvé d'être, une séquence qui est diffusée évidemment sur toutes les plateformes du groupe IPM.